Le chapitre 1082 de One Piece est juste excellent, il faut qu'on en parle. On va attaquer la review du chapitre 1082, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez One Piece, c'est parti. Je tiens également à remercier tous les gens en commentaire de la dernière vidéo, vous êtes incroyables, vous m'avez donné tellement de force que du coup vraiment je tiens à vous faire cette review là, surtout qu'on a un chapitre de fou, il faut que voilà, je garde le moral, etc. Donc du coup, merci à vous. En tout cas, on attaque la review, donc déjà on a énormément de choses, on commence par la mort du vice-amiral T-Bone. Bon voilà, c'était pas non plus un vice-amiral hyper important, mais ça reste un vice-amiral, donc qui avait quand même une certaine importance au sein de la marine, et il est bel et bien mort, tué par un gars qui justement voulait récupérer l'argent que proposait Cross Guild pour la prime de ce marine. Parce que oui, on le sait maintenant, les marines ont des primes, alors on ne sait pas quelle est sa prime à ce vice-amiral, mais les marines ont des primes, et ce qui fait que non seulement les pirates vont essayer de les tuer pour récupérer les primes, mais également les civils. Forcément, la marine va essayer d'étouffer un petit peu tout ça vis-à-vis donc du coup des civils pour pas trop donner de détails, et on va avoir une discussion super intéressante avec Tsuru ainsi que Sengoku. D'ailleurs, Ina va également débarquer dans la conversation où il parle de Cross Guild, du fait qu'ils doivent l'arrêter à tout prix. Parce que franchement, maintenant, même les civils s'en prennent à eux, ils n'ont pas le choix. Parce que oui, il y a des villes, parce que là, en fait, justement, T-Bone est mort dans une ville où il y avait de la famine, de la pauvreté, etc. Donc forcément, bah, en fait, le père de famille a tué le vice-amiral. Alors, je sais pas comment il a réussi, mais sûrement en coup de traître, pour justement le livrer à Cross Guild et obtenir la prime qui va justement être versée à sa famille. Donc sa famille va vivre tranquillement en tant que civil avec l'argent, et lui, pour être protégé, il va rejoindre Cross Guild en tant que pirate. Sauf que ça pose un gros problème pour la marine, parce que déjà la marine s'intéressait effectivement à l'argent et demandait des primes pour les pirates, mais la situation s'est inversée à cause de Cross Guild, et même les civils qu'ils essayent de protéger s'en prennent à eux pour récupérer l'argent pour leur famille. Et ils sont en train de le dire, oui, ils ont sous-estimé Baggy, et quand on voit le chapitre qui est juste excellent et qui est beaucoup centré sur Baggy, sur son évolution, oui, Baggy n'est clairement pas à sous-estimer, et il est en train de reprendre en main ses ambitions, et ça fait plaisir qu'il ne serve pas juste de clown, mais qu'enfin il ait de réelles ambitions. Enfin voilà, ils veulent à tout prix neutraliser cette Cross Guild. Ina va débarquer comme j'ai dit, et va expliquer à Sengoku que Garp est parti avec le Sword et Kenjaku, donc la petite fille de Tsuru, sur la ruche pour essayer de sauver Koby. Là forcément, réaction de Sengoku, réaction de Tsuru parce que c'est sa petite fille. Donc effectivement, oui, Garp se fout, il est parti sur la ruche combattre les pirates de Barbe Noire pour sauver Koby, donc vraiment déjà c'est excellent. Et maintenant on va passer sur la suite du chapitre avec beaucoup d'informations sur Cross Guild, beaucoup sur le passé de Baggy, l'évolution de Baggy, ses nouvelles ambitions, et franchement c'est énorme, j'ai adoré cette partie, vraiment Cross Guild, on attendait un chapitre dessus, je suis ultra content de ce qu'on a eu, je trouve vraiment le chapitre très bon. Et clairement l'arc Egghead actuellement, même si ça se passe pas réellement que à Egghead, puisqu'on a l'île de la ruche, il y a le combat contre Barbe Noire, le combat à Elbaf avec Shanks, ou même du coup Cross Guild, mais justement en fait cet arc là on a tellement de choses qui se passent autour, on n'est pas que sur Luffy, et je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'on le rappelle, One Piece est un univers qui bouge de partout, ce n'est pas que centré sur Luffy, c'est tout le monde qui bouge de son côté. En tout cas, comme j'ai dit, le père de famille a rejoint Cross Guild, voilà, pour être protégé de la marine, et sa famille a reçu l'argent, donc sa famille peut vivre tranquillement. Bon, forcément, qui dit Cross Guild dit organisation, dit également nouveau bateau, nouveau navire pour Cross Guild, un navire qui normalement devrait marquer les esprits de par son design, mais également parce qu'on parle de Cross Guild, une organisation qui prend énormément d'ampleur au cours des derniers mois. Maintenant, il faut qu'on parle du design du bateau de Baggy, du nouveau bateau de Cross Guild. C'est clairement sur le thème du clown, donc forcément on retrouve les sortes de chapiteaux. On a également au niveau de la proue à l'avant la tête de Baggy, littéralement. Alors effectivement, on est très porté sur un bateau style Baggy. Maintenant, on le sait bien, Crocodile et Mihawk ne voudront jamais monter sur un tel bateau. Ce qui va lui valoir de se faire encore une fois martyriser. Et encore une fois, je trouve ça dommage pour l'instant que Baggy ne serve qu'à se faire martyriser. Et justement, c'est là où ça va régaler, c'est que Baggy ne va pas servir que de souffre-douleur dans le chapitre, et il va enfin parler de ses ambitions et enfin justement défier Mihawk et Crocodile, et même avoir des ambitions bien au-dessus de ces deux-là. Et c'est pour dire à quel point Baggy est un personnage qui peut justement avoir de gros objectifs, bien plus que ce qu'on pensait. D'ailleurs, je me demande si ce bateau qu'on a ici, quand Baggy prendra peut-être la mer pour essayer de trouver le One Piece, si jamais il fait bien ce qu'il dit dans le chapitre, alors peut-être qu'il prendra ce bateau-là, et ça peut être très cool, un futur affrontement, on verra. Maintenant, bon, forcément, Crocodile et Mihawk sont pas contents du bateau. En plus de ça, bon voilà, la notoriété de Cross Guild ne fait que augmenter, donc ça c'est bien. La marine, forcément, ils commencent un petit peu à flipper, ils commencent un petit peu à baliser, mais ils ont besoin d'une influence inégalée pour créer leur utopie, et du coup devenir un
puissant empire, si je peux dire ça, puissant état militaire, qui n'aura aucune force en opposition, qui pourra contrer tout. Donc c'est marrant de voir Crocodile et Mihawk partager ces deux ambitions ensemble, enfin ces ambitions ensemble, et de les voir discuter vraiment en tant que sur un pied d'égalité en fait dans l'organisation. Et tu vois Baggy lui qui est juste attaché sur le crochet. Donc en vrai j'ai vraiment kiffé, la discussion est cool. Mais Baggy est clairement la masterclass du chapitre. Et pour ce faire, pour réaliser leur rêve, ils ont besoin non seulement d'une puissance, donc du pouvoir, mais également de la richesse. Sauf que Baggy explique que ce n'est pas ça, être un pirate. Un pirate, ce n'est pas juste du business, ce n'est pas juste avoir du pouvoir ou juste avoir la richesse. C'est bien au-delà de tout ça. Et il va parler de plusieurs choses, du fait que Shanks se met enfin à essayer de trouver le One Piece, qui se met enfin à bouger. Il explique effectivement qu'il était dans son équipage avant, dans l'équipage de Roger avec Shanks, et que voilà, il y a eu plusieurs circonstances qu'on connaît déjà, qui ont fait qu'ils n'ont pas pu aller à Laugh-Tale, à Raftel, donc du coup pour voir le One Piece en même temps que Roger. Et donc là, on a le droit à un flashback, qui pour moi est vraiment l'un des meilleurs flashbacks. C'est vraiment un flashback, un chapitre en fait que j'ai adoré, parce qu'enfin on a un Baggy qu'on va aimer, en tout cas personnellement que j'ai beaucoup aimé. Et on a surtout un Baggy qui va se confesser sur le fait qu'il trouvait Shanks brillant d'un tel potentiel et qu'il le voyait devenir le nouveau Roger, le nouveau roi des pirates, et qu'il le voyait aller très très loin. Il avait placé ses espoirs en lui, il pensait que Shanks était la relève, et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été dit dans One Piece. On savait qu'il y avait cette rivalité, on savait qu'il détestait Shanks par rapport au fait qu'il a perdu sa carte au trésor, qu'il a mangé le fruit du démon, ce qui l'empêchait d'aller sous l'eau, mais vraiment le fait qu'il avait de la reconnaissance envers Shanks et qu'il le voyait comme un futur Roger, ça on l'a jamais vu, et je trouve ça magnifique. Parce que le flashback en fait se déroule il y a 24 ans, donc au moment de la mort de Goldie Roger, de son exécution, et on a donc Shanks qui explique que voilà, il a changé d'avis, que pour l'instant il n'a pas l'intention d'aller à Laugh-Tale, et il n'est pas prêt à se lancer. Bon voilà, il va quand même devenir un pirate, mais il n'est pas prêt à trouver le One Piece. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui l'a fait se décider à le trouver maintenant, mais en fait Baggy voyait Shanks comme le roi de la nouvelle génération, qui pouvait trouver le One Piece, qui pouvait devenir le nouveau roi des pirates. Après la suite on la connaît, Shanks lui demande de venir avec lui, Baggy va refuser, il lui pardonne pas pour la carte, etc. Ça, cette partie de là de l'histoire on la connaissait, mais il y avait des aboutissants, des infos dans ce flashback qu'on n'avait pas vu et qui sont super cool. Et Baggy se rend compte que par une manière totalement hasardeuse, et parce que le hasard a bien fait les choses, il se retrouve au même niveau, au même titre que Shanks, qui est empereur, qui est passé à l'action. Donc maintenant il est temps, et il le dit tout de suite, il veut devenir le roi des pirates et trouver le One Piece. Et ça, quitte à défier Mihawk et Crocodile, et ça je trouve la scène incroyable. C'est ce que je voulais pour Baggy. Je veux pas que le personnage reste un clown, malgré le fait qu'il... de toute façon, vu la tête qu'il a, il peut rester qu'un clown. Mais je voulais voir ça un jour. Je voulais voir un Baggy tenter de réaliser des rêves ambitieux, tenter de trouver le One Piece, et on y est enfin. Et il explique justement à Crocodile et Mihawk, voilà, à quoi bon avoir pouvoir, richesse. Non, non, non. Allons-y et prenons le trésor ultime. Et il va carrément annoncer ça publiquement à tous les membres de Cross Guild, parce que oui, tout le monde, en fait tous les pirates quasiment se sont lancés sur la mer au début dans l'objectif de devenir roi des pirates, de trouver le One Piece. Il est temps de réanimer ce rêve, et c'est là où Baggy a une personnalité incroyable, mais surtout là où Baggy est comme Luffy, il arrive à influencer les autres d'une manière incroyable. Il est en train de leur faire reprendre espoir, de leur ranimer leur rêve de devenir roi des pirates, ou du moins de trouver le One Piece, ce que tout pirate voudrait faire, voudrait réaliser. C'est ouf, c'est complètement fou. Crocodile et Mihawk vont réagir, ils vont être super en colère et tout, et tu as même des petites gouttes de sueur de la part de Mihawk, qui justement se rend compte que Baggy ce n'est pas non plus n'importe qui. Maintenant, est-ce qu'il va se faire tabasser dans les prochains chapitres par ces deux-là? En vrai, il y a moyen, mais bon. Il a quand même mis un sacré coup de pression, et il l'a fait, donc du coup, sans que Crocodile et Mihawk aient eu le temps de réagir, ce qui va beaucoup les énerver. Du coup, ils sont carrément en train de parler du fait que si jamais ils devaient faire ce que Baggy dit, ça voudrait dire affronter du coup forcément Shanks, Chapeau de Paille, ou encore Barbe Noire. Oui, il serait obligé de les affronter, mais non, en réalité, Baggy le dit, devenir roi des pirates, tout ça, non, il s'agit de trouver le trésor. S'ils les devancent, qu'ils trouvent le One Piece avant eux, pas besoin de les combattre, pas besoin de tous les combattre, pas besoin de tous les vaincre, il lui suffit de trouver le One Piece avant eux. Forcément, Mihawk, Crocodile en mode, ouais, tu t'attends vraiment à ce qu'on aille tous affronter tous les empereurs, voilà, sous tes ordres et tout. Non, non, non. Alors les gens, je les vois venir, ouais, Mihawk, il a peur d'affronter et tout, mais après, c'est des empereurs, donc... Déjà, entre empereurs, ils s'affrontaient pas vraiment entre eux, parce qu'ils savaient la puissance des autres.
Donc forcément, Mihawk, niveau empereur ou pas niveau empereur, dans tous les cas, c'est normal qu'il ne veuille pas aller affronter 3 empereurs d'un coup. C'est un peu compliqué, ou même un par un. Voilà, et encore moins, surtout sous les ordres de Buggy. Donc voilà, en tout cas, Mihawk, j'attends quand même qu'il nous fasse une masterclass un jour. Ça reste le maître épéiste, ça reste le plus grand épéiste, et c'est quand même de base l'objectif de Zoro. Me sortez pas le roi des enfers, tout ça. Non, son objectif reste de devenir quand même le meilleur épéiste, que vous le vouliez ou non. Bref, c'était une scène, mais de fou furieux. Elle était incroyable. Maintenant, on retourne sur Quai des Traves. Donc on va avoir le droit, non seulement du coup, aux vice-amiraux de l'armée révolutionnaire. Donc on a Ushiano, qui est le subordonné de Morley, Airu, qui est le subordonné de Bello Betty. Ensuite, on a Gamble, qui est le subordonné de Lindbergh plutôt. Et ensuite, du coup, on a Jiron, le subordonné de Karasu. Donc on a le droit aux vice-amiraux, voilà, de l'armée révolutionnaire, au design plutôt cool et tout. J'aime bien le design de la fille, les autres sont assez classiques, assez basiques, mais enfin pourquoi pas, je pense pas qu'ils aient un grand rôle de toute façon. Mais on a encore une fois un chapitre de fou parce qu'on a le retour de Sabo dans le game. Oui, Sabo, rappelez-vous, il n'était pas sur le royaume de Lulusia au moment de l'explosion suite à l'attaque lancée par Im. En fait, il était dans un bateau, ça se voyait au dessin, il n'était pas sur l'île, il était dans un bateau. Justement, il avait récupéré sur son bateau des gens de Lulusia qui voulaient faire partie de l'armée révolutionnaire, qui du coup ont même vu leur famille se faire décimer par l'explosion, forcément. Et ils veulent rejoindre tout ça. Et Sabo du coup a survécu. Il est quand même, bon, il est un peu blessé tout ça, mais ça va, il est encore en vie. Et il va se pointer dans la salle de réunion face à Dragon, face à Ivankov. Et il explique justement qu'il s'est passé un truc de fou à la rêverie. Et qu'il va enfin expliquer ce qu'il s'est passé. J'espère vraiment qu'on aura le droit d'ici les prochains chapitres au flashback de ce qui s'est passé, parce que ça peut être super intéressant de voir les trucs de dingue qu'on a sûrement eu, parce que oui, il s'en est passé des choses, il y a eu sûrement des trucs de fou, donc j'espère vraiment qu'on aura les infos bientôt, parce que je suis trop hypé par rapport à ça. Maintenant, la rêverie, ce qui s'est passé, ça fait tellement longtemps qu'on nous tisse ça, que j'espère qu'on aura enfin les infos, et il dit même que le simple fait d'entendre ce qu'il a à dire, donc sur tout ça, pourrait les mettre en danger. Bien sûr que Dragon et Ivankov, on n'a rien à foutre, évidemment qu'ils sont prêts à t'écouter, quitte à se mettre en danger. De toute façon, ils font partie de l'armée révolutionnaire, et le danger ça les guette tout le temps. Enfin voilà, franchement je trouve le chapitre légendaire. Je sais que beaucoup voilà veulent du combat, mais je trouve un chapitre comme ça des fois beaucoup plus intéressant qu'un chapitre de combat, parce qu'il apporte beaucoup de choses, beaucoup d'informations, une grosse évolution de la part de Buggy, et également des trucs de fou, cliffhanger de fou avec Sabo et tout. Moi franchement ce genre de chapitre je me régale, je vous le dis, depuis Egghead je me régale. Onigashima, grosse déception, mais vraiment depuis Egghead, depuis qu'on a fini Onigashima, même avec le Gear 5 et ce qui s'en est suivi avec Shanks et tout, je kiffe vraiment. Je trouve que One Piece a pris une très bonne tournure pour la saga finale. En tout cas on se quitte sur ça, mais quel chapitre de fou!